beaucoup œuvré depuis plusieurs semaines pour justement éviter tout embrasement, fait des propositions multiples. J'ai multiplié les échanges avec le président Trump, le président Rouhani et plusieurs autres. Et nous sommes attachés évidemment d'une part au plein respect du traité de 2015, du JCPOA, mais également à avoir un agenda plus large de stabilité et de sécurité dans toute la région. Nous parlerons également de l'Ukraine, évidemment, où les prises de position, les choix qui ont été faits par le président Zelensky, je crois, sont un vrai changement pour la donne, pour la situation. Le président Poutine a eu plusieurs échanges avec lui ces dernières semaines, et je crois que c'est aussi pour nous l'opportunité de revisiter cette situation, de pouvoir échanger et de pouvoir aussi préparer des rendez-vous à venir. Et en lien étroit avec le président Zelensky et la chancelière Merkel, nous aurons à considérer l'opportunité, ce qui est mon souhait, d'un nouveau sommet en format Normandie dans les prochaines semaines, si nous arrivons à configurer les voies d'avancement. Nous aurons également à échanger sur la Syrie, où un gros travail a été fait, là aussi ensemble, depuis plusieurs mois. À Saint-Pétersbourg, à Istanbul, nous avons avancé sur aussi le rapprochement des formats de négociation. Nous avons lancé ensemble des opérations humanitaires. Mais je dois bien le dire, notre préoccupation aujourd'hui est profonde sur la situation qui est vécue à Idlib. Aujourd'hui, la population civile à Idlib vit sous les bombes. Des populations innocentes, en particulier des enfants, sont tués. Je crois qu'il est impérieux, et nous y tenons beaucoup, et nous aurons l'occasion d'en parler, que le cessez-le-feu décidé et acté à Sotchi soit pleinement respecté, car aujourd'hui, les attaques menées par le régime conduisent à tuer des innocents et des civils. Et nous aurons à évoquer sur, évidemment, la Syrie également, le calendrier politique, constitutionnel, diplomatique que nous avons mis en place. Nous évoquerons aussi la Libye, où nous avons obtenu durant l'été une trêve, le 10 août dernier, par un gros travail et une mobilisation avec l'ensemble des parties prenantes. Et il nous faut maintenant construire de manière durable la stabilité et rebâtir un ordre en Libye. Et je crois que nous y sommes l'un et l'autre attachés. On aura beaucoup d'autres sujets, mais ces crises seront au cœur de notre discussion parce que la France a préparé le prochain G7, compte tenu de notre présidence, et parce que la Russie a un rôle absolument incontournable sur chacune de ces crises. C'est pourquoi je souhaitais pouvoir échanger avec le président Poutine sur ces sujets. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres sujets internationaux sur lesquels nous allons travailler ensemble. Le sujet, évidemment, des armements et de notre sécurité collective après les décisions importantes qui ont été prises début août sur le traité d'IFNI et avant des échéances qui sont à venir dans les années à venir devant nous. Et je souhaite que nous puissions avoir là aussi des échanges extrêmement directs et détaillés. Je souhaitais également que nous puissions échanger sur le climat. Je me réjouis de la décision de ratification des accords de Paris qui a été prise par la Russie, qui est un point extrêmement important dans le combat que nous menons en matière climatique et qui est, je crois, un geste diplomatique et de conviction très important de la part de la Russie en soutien de l'agenda de Paris. Je veux aussi avoir un mot de soutien après les incendies terribles qui se sont produits cet été en Sibérie et qui ont mobilisé le président. Mais de l'Arctique à la situation du permafrost et à cet agenda climatique, là aussi, je souhaite que nous puissions avancer. Et c'est pour moi au cœur de cette recomposition que nous avons à faire. Parce que je le disais, notre ordre international vit un moment absolument historique. Le multilatéralisme est attaqué et nous avons à penser, à construire une recomposition de cet ordre international. C'est ma conviction profonde. C'est-à-dire à réinventer de nouvelles formes de relations et d'actions utiles. Ce sera au cœur des discussions du G7, au cœur de notre discussion aujourd'hui. Et dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie et de l'Union européenne est absolument déterminante. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Un grand auteur russe, Dostoïevski, dans l'adolescent, disait, je le cite imparfaitement et donc de mémoire, que le russe avait cela de particulier par rapport à l'allemand, au français ou autre, c'est qu'il était le plus russe quand il était le plus européen. Et en quelque sorte, son nationalisme était toujours plus grand que lui-même
et devait embrasser le fait européen. Et je crois très profondément à cela. C'est pourquoi, dans cette recomposition qui est la nôtre, ce à quoi je crois, c'est que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle, qui est de définir les nouvelles menaces telles que nous les voyons et les partageons, qu'elles soient d'ailleurs dans les armements, le nucléaire, le cyber, de définir un agenda commun et de réussir à construire des méthodes d'action de désescalade et de sécurité commune, compte tenu de notre voisinage. Ce que je crois aussi, c'est que parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs à laquelle nous croyons. C'est pourquoi la France, et je l'assume, s'est embattue pour qu'on trouve une solution utile, pertinente, au sein du Conseil de l'Europe. Et c'est sous la présidence française du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe que nous avons trouvé une solution qui permet à la Russie de retrouver sa place. Et c'est d'ailleurs au nom de cette place que nous avons pu appeler cet été à ce que la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de se présenter à des élections dans le cadre de tout pays au sein de ce Conseil soit pleinement aussi respectée en Russie. Parce que je crois à cette Russie européenne, parce que je crois à une souveraineté européenne, c'est-à-dire à une Europe plus forte et qui donc doit se réinventer dans ce dialogue. Et c'est pourquoi j'attache la plus grande importance à la présence du président Poutine aujourd'hui à Brégançon. Et c'est pourquoi les heures que nous allons passer ensemble, après toutes celles que nous avons eues et les échanges stratégiques que nous avons partagés, sont à mes yeux décisifs. Merci Monsieur le Président, cher Vladimir, d'être aujourd'hui à Brégançon, d'avoir pris ce temps, d'avoir pris la peine. Je suis très heureux que nous puissions ainsi échanger. De ma part, je voudrais remercier le président de la République française pour cette invitation à cette résidence, un très bel endroit à vol d'oiseau. À partir des hélicoptères, nous avons pu admirer en fait la beauté de ce petit coin de la France. Monsieur Macron a eu la gentillesse de mettre dans l'ombre l'ensemble de notre délégation, tandis que toute la délégation française est au soleil, donc je vais essayer d'être très bref. Mais certaines choses, je vais quand même les répéter. Bien sûr, nous allons accorder une attention digne, nécessaire, tout le temps qui en revient pour parler de notre agenda bilatéral. À cet égard, je tiens à noter que grâce à l'initiative du président français, en outre des axes traditionnels de notre coopération, nous avons aussi le dialogue des sociétés civiles qui se développe très activement. Pour ce qui est de contacts économiques et commerciaux, ces derniers temps, ils affichent une croissance tout aussi bien que le volume de nos échanges, malgré le fait que sur les 6 derniers mois, il y a une petite baisse. Mais il arrive quand même à son équilibre, ce qui est une chose plutôt positive. Le volume total des investissements des sociétés russes dans l'économie française s'élève à 3 milliards de dollars et les investissements français s'élèvent à 17 milliards de dollars. Près de 500 entreprises françaises travaillent activement sur le marché russe et j'ai toujours le plaisir de rencontrer les entrepreneurs, les businessmen français. Nous le faisons de façon régulière. Il y a quelques mois, il y a eu une rencontre de ce genre à Moscou. En ce qui concerne l'agenda international, je crois, j'espère que nous pourrons évoquer les questions de la sécurité internationale. Et Monsieur le Président a évoqué plusieurs problèmes qui existent dans ce domaine. Ce n'est pas la Russie qui s'est retirée de manière unilatérale du traité FNI. Ce ne sont pas nous qui se sont retirés du traité sur la défense antimissile. Et maintenant, il y a la question de reconduire le traité START 3. Pour l'instant, nous ne voyons pas non plus aucune initiative de la part de nos partenaires américains, bien que nos propositions sont déjà sur la table. Nous sommes aussi préoccupés par la question du destin du Tissé, aussi le problème de la militarisation de l'espace extraterrestre. J'espère pouvoir vraiment détailler nos points de vue sur cette question. J'aimerais bien savoir la position de la France sur toutes ces questions
d'intérêt majeur, y compris, comme j'ai dit, la militarisation de l'espace. En ce qui concerne les forces nucléaires de portée moyenne et de la plus petite portée, je l'ai dit déjà en France, nous nous engageons de façon unilatérale. Si de tels systèmes de frappe sont produits par les États-Unis, nous allons aussi les produire, mais nous n'allons pas les déployer dans les régions du monde concernées avant que des systèmes américains n'y soient pas déployés. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas eu la réaction à cette déclaration qu'on a faite à plusieurs reprises publiquement. Quoique, j'espère que les Européens comprennent quand même toute la valeur de cet engagement. Donc, on espère avoir une réaction. Ensuite, nous allons bien sûr parler des conflits régionaux. On va parler de la région est-sud-est de l'Ukraine. Nous allons parler du Donbass. Je vais informer Monsieur le Président de mes derniers contacts avec le nouveau président ukrainien. Et il y a des choses qui sont dignes de discussion et qui provoquent un optimisme, un certain optimisme, disons. On va parler de la Syrie. Avant que les accords ont été signés à Sochi, qui venait d'être évoqué par Monsieur le Président, sur la démilitarisation d'une partie de la zone d'Idlib. À l'époque, 50% du territoire ont été contrôlés par les terroristes. Maintenant, c'est 90%. Il y a des raids réguliers qui viennent de cette zone-là et il y a aussi des transferts des combattants terroristes qui s'opèrent à partir de cette région dans d'autres régions du monde. Et c'est quelque chose qui est très dangereux. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaquer notre base aérienne de Khmeimim, justement aussi à partir de la zone d'Idlib. C'est pour ça que nous appuyons bien sûr les efforts de l'armée syrienne qui visent à mettre fin à cette menace terroriste et couper en fait toutes les activités terroristes dans cette zone d'Idlib. On disait toujours que le travail contre les terroristes dans cette zone sera poursuivi jusqu'à sa fin. Un autre sujet, un autre dossier très important, c'est la Libye. Il faut faire tout pour arriver à la paix, à la réconciliation des parties en conflit. J'aimerais là-dessus aussi savoir la position de la République française, du président français, pour coordonner mieux nos efforts. Nous sommes reconnaissants à la France pour sa position sur le Conseil de l'Europe, pour cette volonté de faire revenir la délégation russe. Je suis convaincu que cela permettra à bâtir des relations pertinentes, les relations de confiance sur le continent européen. Et j'espère avoir l'appui de la France aussi dans le même esprit pour construire le travail avec l'Union européenne. Ce n'est pas la liste exhaustive des sujets qui seront abordés lors de nos entretiens d'aujourd'hui. Nous allons également parler de notre coopération humanitaire. Emmanuel Macron vient de le dire, effectivement, la Russie et la France sont liées par des contacts très étroits dans le domaine humanitaire. Il y a des choses à discuter. L'année prochaine, nous pensons organiser toute une série d'événements culturels dans le cadre des saisons russes. Il s'agit de 270 événements qui se dérouleront presque dans toutes les grandes villes, dans tous les départements français. J'espère que ça sera intéressant et utile pour les spectateurs français, mais aussi pour les interprètes, pour les artistes russes. Et ceci sera un autre pas, un pas de plus pour bâtir les relations de plein format. Je crois qu'on va prendre quelques questions de chaque côté. Là, пожалуйста. Allez-y. Спасибо. РИА Новости, Лена Глушакова. RIA Novosti, Monsieur Macron, vous venez de dire que lors de ce sommet, il est possible que vous pourrez négocier des conditions du sommet en format Normandie, donc rencontre des 4 leaders. Mais il a été dit plusieurs fois que pour organiser un sommet de ce genre, il faut avoir des conditions, parce qu'avoir une rencontre pour rencontre comme telle, personne n'en a besoin. Est-ce qu'il y a déjà ces conditions qui se réunissent et quelles sont ces conditions plus précisément? Alors, nous allons en parler. Mais il y a un fait nouveau qui est l'élection du président Zelensky et les positions qu'il a prises depuis son élection.
Et il faut ici reconnaître qu'il y a un changement d'attitude, un vrai courage de la part du président ukrainien, ce qui est pour nous une opportunité de mettre fin à un conflit qui dure depuis maintenant 5 ans et qui plonge plusieurs populations dans une situation très difficile et qui est, on le sait, un vrai problème pour la relation et la place régionale de la Russie. Donc le président Zelensky a pris plusieurs décisions à court terme. Nous allons en discuter, partager d'ailleurs la lecture qu'on en fait. Moi je souhaite qu'on réussisse dans, je l'espère dans les heures, et en tout cas dans les jours et les semaines qui viennent, à trouver une nouvelle dynamique qui s'inscrive dans l'épure de ce que nous avions défini à Minsk, mais qui permette d'avancer utilement. Il y a des sujets évidemment et avant tout de sécurité. J'ai présenté, lorsque je l'ai eu au président Zelensky, mes condoléances pour les pertes et les décès qu'il a eu à subir lors du cessez-le-feu non respecté au début du mois d'août. Et donc il y a évidemment cette stabilité et cette sécurité assurée. Mais on le sait, on a un agenda également politique, économique à faire avancer sur cette région. Et donc c'est ce dont nous allons discuter dans quelques heures. Là où je vous rejoins, c'est qu'à mes yeux, nous ne devons faire un sommet Normandie au niveau des chefs d'État et de gouvernement qu'à la condition qu'il y ait quelque chose de tangible qui puisse être acté. Donc nous allons là l'échanger, prendre en compte cette nouvelle donne, voir ce que nous sommes prêts à faire de part et d'autre. Il y aura ensuite, dans quelques jours, un échange qui se tiendra entre nos conseillers diplomatiques pour préparer, je l'espère, un sommet utile. Par rapport au format de Normandie, en fait, j'ai toujours cru, et je le pense toujours, que toute rencontre, notamment celle de format de Normandie, doit amener à des résultats concrets. Et à mon avis, il faut mettre en place les engagements qui avaient été discutés auparavant. À titre d'exemple, dans l'année 2016, nous avons eu un compromis important. De notre cas, c'était quand on a changé la mise en place les modalités de la mise en place de la loi sur le statut spécial du Donbass. C'était à ce temps le président Poroshenko qui insistait surtout sur ces changements. Et alors le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, de l'époque, a proposé un compromis et on est allé de l'avant envers les Ukrainiens, en fait, en adoptant ce compromis, c'est-à-dire le statut spécial temporaire le jour des élections et le statut permanent après que les structures de l'OSCE valident les élections. Ce compromis étant adopté, il n'est toujours mis en place et il faut alors faire quelque chose pour quand même que ça devienne la réalité. La même chose, ce recours à l'amnistie. Et en fait, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. On va sans doute en parler, mais d'après mon avis, toujours, il n'y a pas d'alternative à ce format dit Normandie et sans doute on va travailler dans ce format et le soutenir. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France Presse. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Poutine, considérez-vous la France comme un allié plus solide qu'auparavant, plus solide par exemple que lors du dernier quinquennat? Et qu'attendez-vous de ce rapprochement avec la France, de ce rapprochement avec M. Macron? Et j'ajoute, ne plus être au G7, finalement. Est-ce que cela vous manque? Est-ce que vous y tenez? Et Monsieur le Président Macron, depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez renforcé la relation avec la Russie. Alors même pourtant que le président Poutine se pose plus que jamais en adversaire, en concurrent des démocraties libérales qui jugent dépassées. Il soutient toujours autant les séparatistes pro-russes dans le Donbass où le conflit s'enlise. L'aviation russe, alliée de Damas, bombarde la région d'Idlib en Syrie, là justement où la France souhaite que le conflit cesse. Et Moscou ne semble guère peser sur l'Iran pour qu'il respecte ses obligations du JCPOA. Alors quels avantages la France et l'Europe ont-ils retirés de votre position? Merci. Ce qui concerne
de cette ampleur que la France a pour la Russie, de sa notion. Historiquement, la France est l'un de nos partenaires clés sur le continent européen. Ensemble avec la France, on est sorti vainqueur de la lutte contre le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis reconnaissant, Monsieur le Président, de ce qu'il a adopté notre proposition de venir assister à des événements solennels qui vont être organisés pour commémorer le 75e anniversaire de cette victoire. Mais sans doute, cette coopération a des racines beaucoup plus importantes. D'abord, la France est une des puissances nucléaires et joue un rôle très important pendant la prise des décisions dans le domaine de la sécurité internationale. Je présume que les relations avec la Russie et l'Union européenne, dans la grande partie, dépendent de soutien que la France accorde à certaines questions, notamment par rapport à ce retour de la Russie au Conseil de l'Europe qui avait été déjà mentionné, où la France a joué le rôle très important, voire le rôle clé. Comme quoi, je n'ai pas de commentaires supplémentaires ou de preuves supplémentaires à donner par rapport au fait que nous considérons cette coopération avec la France comme la chose primordiale. Et cela étant dit, je ne parle pas de côté économique. Il y a 500 sociétés françaises qui sont présents sur le marché russe et je vous assure que cette présence française donne beaucoup d'emplois, non pas seulement à la Russie, mais aussi à la France elle-même, parce que les entrepreneurs français envoient beaucoup de marchandises en Russie et cette coopération est gagnante-gagnante. Et on peut en faire plus, d'ailleurs, puisqu'au moment de la normalisation éventuelle des relations entre la Russie et l'Union européenne, cette victoire sera importante pour tout le monde. Plusieurs éléments de réponse à votre question. La première, d'abord, nous avons des résultats. Et il y a des choses qui avancent. Ça n'enlève pas les désaccords, vous en avez rappelé certains, ou des sujets qui nous préoccupent, et je les ai évoqués dans mon propos liminaire. Mais des sujets avancent. Sur la Syrie, j'ai moi-même exprimé notre inquiétude sur Idlib, et nous allons en parler plus en détail. Mais où était la France il y a un peu plus de 2 ans sur le sujet syrien ? Nous avons constitué le small group, réussi à mettre en place des forums de discussion, et je crois pouvoir peser, y compris sur le plan humanitaire, beaucoup plus qu'on ne le faisait. Sur l'Ukraine, nous connaissons les désaccords, ils sont nés en 2014 de la situation, mais là aussi, c'est par la discussion qu'on arrive à les résorber. Sur le plan économique, le président Poutine a rappelé les termes de notre relation, et je crois très profondément que les choses avancent, on a des grands projets dans différents domaines qui continuent d'avancer, qui font de la France un grand partenaire reconnu et apprécié réciproquement. Et donc il y a beaucoup de sujets, qu'ils soient politiques, économiques, qui avancent parce que nous investissons dans la relation. Ça ne veut pas dire que cela règle tout. Alors ensuite, le deuxième élément, ce serait de vous demander que se passerait-il si on faisait différemment ? C'est toujours la question qu'on doit se poser quand on fait de la géopolitique. Si on décidait, on n'est pas d'accord aujourd'hui sur des tas de sujets, et donc on va se tourner le dos, faire l'un sans l'autre. Est-ce que ce serait notre intérêt à nous ? Mais je crois très profondément que non. Et je suis convaincu que notre intérêt à nous, c'est, même lorsqu'on a des désaccords, de pouvoir essayer de se ramener à des positions communes, essayer de tout faire pour, comme je l'ai plusieurs fois dit, réarrimer dans le cadre de cette recomposition la Russie à l'Europe, parce que je crois profondément que c'est son histoire, son destin et notre intérêt. Si nous avions laissé les choses se dégrader au niveau du Conseil de l'Europe, quelle est la conséquence concrète ? Je pense que pour la Russie, c'était de lui dire « on vous claque la porte », mais pour tous les ressortissants russes qui peuvent aujourd'hui aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre leurs droits, c'était fini. Les gens n'en parlent jamais de ça. Si on avait dit « vous n'avez plus votre place au sein du Conseil de l'Europe », ceux qui croient dans ces valeurs européennes auraient décidé de fait de moins bien protéger, pour ces valeurs, les ressortissants russes. Et donc, tous ceux qui disent « ça ne sert à rien, tout ça n'a pas d'impact », mésestiment le fait que si nous laissons les choses aller dans cette direction, de fait, nous décidons de pousser cette grande puissance qu'est la Russie, soit dans l'isolement, soit dans un dialogue privilégié qui se jouerait alors avec la Chine, soit dans une nouvelle géopolitique qui ne serait pas notre intérêt, qui le serait encore moins. Et nous sommes deux membres permanents du Conseil de sécurité, deux puissances dotées. Nous devons nous mettre d'accord sur les crises. En tout cas, nous devons au maximum nous mettre d'accord, mais nous devons nous parler.
converger. Et à cet égard, vous avez rappelé ce que le président Poutine avait dit, je crois, lors d'une interview il y a quelques mois sur les démocraties libérales. Il lui appartient de détailler sa pensée. Je pense que derrière le mot libéral, on met des réalités qui ne sont parfois pas les mêmes. Moi, je crois que la Russie a une histoire avec ce que nous, on appelle le libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'Europe des Lumières. C'est de dire, je crois dans l'individu libre et rationnel. La Russie y croit. Ou alors, je connais mal mon histoire et j'aurais oublié les liens si particuliers que la grande Catherine avait eus avec tant de nos philosophes et qui ensuite ont émaillé le temps. Et je rappelais tout à l'heure l'importance de Dostoïevski, je pourrais reparler de Solzhenitsyn et de toutes ces grandes consciences qui ont fait de la Russie une grande puissance des Lumières. Donc la Russie, elle est dans ce qu'on appelle le libéralisme politique. Elle a un rapport au libéralisme économique. Je crois que c'est plutôt sur le sujet, si je puis dire, des mœurs ou des évolutions de la société qu'il peut y avoir des désaccords et un conservatisme, des degrés de conservatisme qui ne sont pas les mêmes. Mais je voudrais que, en tout cas, on remette la bonne grammaire quand on parle de ces notions. Et puis enfin, je crois au temps long. À l'échelle de nos nations, 2 ans, c'est peu de choses. Et j'ai cette humilité. Et j'assume d'avoir porté une inflexion et aujourd'hui d'en apporter une nouvelle, en assumant de dire que je veux que nous concevions ensemble une nouvelle architecture de sécurité et de confiance pour notre Europe. En assumant le fait que nous devons avoir un nouvel agenda climatique ensemble. Et tout ça, c'est faire référence au fait que nos 2 pays sont 2 grandes nations qui entretiennent un commerce profond, d'imaginaire, d'idéaux partagés, qui a fait qu'en effet, nos soldats ont parfois combattu ensemble. Et c'est pour ça que je serai au mois de mai prochain en Russie aux côtés du président Poutine à son invitation. Et parfois, pour changer les malentendus qui se sont installés, il faut accepter le temps long. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler tous les malentendus qui se sont installés depuis, au fond, le début des années 90. La Russie a un rapport particulier à l'Occident. Et c'est dans l'âme russe d'ailleurs, et ça a toujours été un sujet littéraire, philosophique, géopolitique. Mais l'Europe n'est pas tout entière absorbable dans ce qu'est l'Occident. Et je crois très profondément aussi que ce à quoi je crois, ce que je veux faire pour notre pays, et qui est au cœur de notre dialogue, c'est que l'Europe a, dans cette recomposition, à réinventer sa souveraineté, dans le temps long, ses choix profonds. Elle a ses alliés. Et dans un monde où, finalement, on assiste à quoi? À des équilibres internationaux où l'hégémonie occidentale est de plus en plus remise en cause et est en crise. C'est ça la réalité, ce à quoi on assiste. L'Europe a une place à jouer. Et le dialogue entre l'Union européenne et la Russie est indispensable pour que l'Europe joue cette place, parce que la France comme la Russie sont des grandes puissances européennes. Ça, c'est du temps long. On ne réglera pas tout aujourd'hui. Mais cette nouvelle géopolitique, j'y crois très profondément et elle irrigue ce que nous faisons ensemble et ce que nous continuerons de faire. Monsieur le Président, sur le G7, pardonnez-moi. La fin de la question sur le G7. Ah, for the G7. You're present for the G7. Par rapport au G7, mais elle n'existe pas. Comment est-ce que je peux revenir dans une organisation qui n'existe pas? C'est le G7, pas le G8. Alors, par rapport au retour, c'est le retour éventuel au G7, pas au G8. Dans le format de 8 États, en fait, on ne renonce jamais à rien. C'était le tour de Russie, d'ailleurs, à organiser le J8, mais nos partenaires n'étaient pas venus. Alors, vous êtes toujours les bienvenus quand même, allez-y, on attend toujours nos partenaires, cette fois-ci dans le cadre de J7. Mais en fait, il y a d'autres organisations internationales qui existent et qui jouent un rôle important dans les affaires internationales, notamment le G20. Et là, il y a des États importants, des acteurs économiques très importants aujourd'hui comme la Chine, l'Inde. Il y a beaucoup d'autres États, en fait, il y a 20 États, vous les connaissez sans doute par cœur.
et qui représente quand même plus de 90% de l'économie mondiale. À cet égard, je peux dire que des plateformes plein format comme celle-ci sont beaucoup plus importantes dans la donne qui se joue sur l'échiquier international. Et on est là très actifs. On est aussi actifs sur les plateformes régionales, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, comme BRICS, qui regroupe la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil. Mais je répète une fois de plus qu'en fait, on favorise tous les contacts avec nos partenaires sous tout format. On ne renonce jamais à rien. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet que Monsieur le Président a mentionné, c'est le travail qu'on mène en commun dans le cadre de l'agenda climatique. C'est quand même une chose très importante. En fait, la Russie, depuis le vrai début de l'exploitation de ce sujet, s'est adhérée à l'initiative du président français et a soutenu l'accord climatique parisien et a pris des engagements qui sont très importants et qui sont d'ailleurs les nôtres maintenant, c'est-à-dire avoir ce changement de quantité d'émissions pour qu'il soit au nombre de 75% de nombre d'émissions que nous avons maintenant. Et en fait, c'est un sujet hyper important. On a débloqué et déployé des ressources très importantes. On se bat forcément pour y arriver. Et c'est pour cette raison aussi que Monsieur le Président mentionnait les incendies en Sibérie. En fait, on en a beaucoup parlé encore à Osaka. En fait, on assiste à des changements records de température dans la zone arctique. On n'a jamais vu de ça et c'est quelque chose où il faut accorder nos efforts, puisque sans pouvoir accorder les efforts qui sont les nôtres, en faisant cavalier seul, on ne va jamais avoir de résultats. Et nous, on est prêts à travailler ensemble avec nos partenaires. Bonjour, la chaîne première de la télévision russe, M. Macron a mentionné l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Vous allez sans doute être d'accord avec le fait que les relations entre la Russie et l'Union européenne sont loin de battre leur plein et se trouvent dans l'état un peu gelé. Qu'en pensez-vous? Quel est l'avenir de ces relations? La Russie est de retour dans le Conseil de l'Europe. Les relations quand même changent un peu. On va peut-être parler de ce changement qui va faire de J7 le J8. Quel est l'avenir de l'ensemble de nos relations? Qu'en pensez-vous? Bon, par rapport à des perspectives qui sont liées avec la création de cette grande Europe à partir de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, ce n'est pas en fait notre idée à nous. C'était encore le général de Gaulle qui a avancé cette idée quand il a mentionné alors à l'époque l'Europe de Lisbonne à l'Oural, mais en fait la Russie a son territoire qui ne s'arrête pas à l'Oural, c'est jusqu'à l'océan Pacifique et cela constitue toujours l'espace de la culture russe. Et même si maintenant il y a quelque chose qui paraît impossible, demain ça peut devenir incontournable. Et je crois que si on va avoir des objectifs stratégiques de ce sort-là, on va peut-être demain les atteindre. C'est surtout important pour l'Europe qui veut protéger ses valeurs. C'est important pour la Russie. Et si on va s'y pencher, si on va y travailler, tôt ou tard, on va quand même résoudre ce problème sous telle ou telle forme. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se mettre un objectif et commencer pas à pas à aller dans la bonne direction. Et par rapport au J7 et J8, ce n'est pas le but en soi. Nous renonçons non plus à aucun contact. On est là pour vous. Les relations ont une réalité, malgré le contexte des sanctions, et ça a été rappelé par le président Poutine lui-même, puisqu'il y a des échanges dans beaucoup de domaines, et que nous les avons d'ailleurs renforcés sur le plan économique comme culturel. Néanmoins, en effet, aujourd'hui, la relation entre la Russie et l'Union européenne, elle a un irritant, si je puis dire, une situation de conflit, de désaccord qui est l'Ukraine, depuis 2014, et qui est un problème que nous devons régler, et qui est aussi la clé du passage du format G8 en format G7. Nous en connaissons tous la cause.
C'est pourquoi il nous faut maintenir notre pression et notre énergie commune pour régler ce sujet. On l'a évoqué tout à l'heure et c'était l'objet de la première question de votre confrère. Et je crois que c'est l'intérêt de tous de trouver une issue. Maintenant, le dialogue qui est le nôtre et ce que nous sommes en train de faire montre que sans rien renoncer ou effacer des désaccords, on peut essayer de composer des choses nouvelles. Et il est clair que le retour au G8, comme le retour à une relation pleinement normalisée avec l'Union européenne, suppose de régler le sujet ukrainien. C'est une condition préalable. Mais que notre responsabilité, c'est aussi de penser la géopolitique contemporaine au regard de la recomposition que j'évoquais, des nouvelles crises, du jeu des acteurs. Et donc de savoir aussi nous projeter au-delà des désaccords du moment, des situations de crise que nous avons identifiées pour essayer de les régler, mais inventer une architecture nouvelle. C'est ce que nous sommes aussi en train d'essayer de faire. Donc la question du G8, elle dépend de la crise ukrainienne, de manière très simple. Mais de l'autre côté, je souhaite aussi que dans le cadre de cette recomposition, de ce nouvel agenda que je souhaite qu'on puisse lancer ensemble, d'une architecture de sécurité et de confiance, on puisse lever beaucoup des malentendus qui se sont installés entre parfois l'Union européenne et la Russie depuis plusieurs décennies. Il y en a beaucoup. Et donc c'est à nous d'agir et de construire aussi de nouveaux formats. Il nous faut être innovants. On n'est pas obligé de vivre forcément avec les formats et les grammaires d'un monde qui a changé et qui est en train de changer de manière encore accélérée. Je crois que c'est notre responsabilité d'aujourd'hui. Donc il faut s'inspirer de ce qui est parfois notre histoire lointaine, de ce que certains de nos prédécesseurs avaient pu concevoir, et la réinventer. Donc voilà pour le G8, pour le dialogue qui est le nôtre, et la relation Union européenne-Russie dont je souhaite qu'elle, dans les prochaines années, par nos efforts conjoints, qu'elle puisse pas simplement se normaliser, mais être profondément réinventée. On va prendre une toute dernière question, je crois. Elisa Bertholomé pour BFM TV. Une question qui s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Des vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu ces dernières semaines en marge de manifestations pacifistes à Moscou. Hier encore, à peine sorti de prison, un militant a été arrêté. Monsieur Poutine, comment l'expliquez-vous? Monsieur Macron, qu'en pensez-vous? Et puis une question subsidiaire, un accident nucléaire a eu lieu la semaine dernière sur la plateforme militaire de Nonoxa. On évoque des prélèvements radioactifs élevés dans les villes alentours. Sur quoi travaillaient les chercheurs? Quels sont ces nouveaux armements qui étaient testés? Et quel est le risque réel de contamination? Merci. Il faut bien placer les choses en termes de géographie. Il n'y avait pas d'incident en Sibérie. Vous voulez dire dans la mer du Nord? C'est une autre région de la Fédération de Russie, en fait. Et il n'y a pas de risque de contamination quiconque et il n'y a pas de danger radioactif. On y a envoyé des experts, notamment des experts indépendants, qui sont en train de contrôler la situation. Et de toute façon, j'ai des documents qui me sont fournis à titre journalier de la part des experts militaires et civils. Il n'y a pas de changement majeur, il n'y a pas de danger, mais on essaie de faire en sorte pour peut-être régler le problème au préalable si jamais le cas, pour qu'il n'y a pas vraiment de danger ultérieurement. Mais c'est vrai qu'il y avait malheureusement des morts, les gens qui étaient en train d'exercer leur service militaire, qui étaient en train de travailler. Sans doute on va, à titre posthume, leur donner des décorations parce que malheureusement leur vie était perdue. Par rapport à des opposants qui avaient été arrêtés, vous savez qu'il y aura des élections prochainement, notamment dans la mairie de Moscou. En 2014, pendant les élections de 2014, il y avait 114 personnes qui n'avaient pas été acceptées par la commission électorale. Cette fois, il y a 57 personnes qui ne sont pas acceptées parce qu'ils ont commis des violations évidentes pendant cette campagne électorale. Ils ont falsifié des signatures, d'après les experts toujours, de la commission électorale. Il y a des opportunités tout à fait légales
remédier à cette situation, de se présenter devant la Cour, de saisir la Cour. Et il y a même des précédents quand les candidats auxquels on a refusé l'opportunité de se présenter pendant les élections, par le décret de la Cour, avaient été adoptés, avaient été acceptés et ont participé à des élections. Alors c'est toujours possible pour les personnes qui organisent des manifestations. Par rapport à des manifs d'ailleurs, en conformité avec la loi, on a toujours le droit à sortir dans les rues de manière paisible et les autorités doivent assister à l'organisation de ces manifestations. Mais personne, ni les autorités, ni les manifestations n'ont pas le droit de violer cette manière pacifique, de commencer des rites, de violer les uns les autres, d'agresser les uns les autres, et alors peut-être que il y avait une certaine raison pour les policiers qui les avaient arrêtés. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invitée par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi en le faisant. Le président a raison aussi de permettre de faire les distinguos qui conviennent entre les situations dans nos pays, parce que partout dans nos pays aujourd'hui, il y a des manifestations, on le voit, qui se tiennent. Ce qui est important, c'est que quand on a contracté souverainement des traités, on les respecte. Et nous avons d'ailleurs, la Russie comme la France, contracté des accords internationaux qui font que nous avons ensemble décidé, avec beaucoup d'autres, que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, de se présenter librement à des élections soit respectée dans nos démocraties. Et donc c'est pour ça que la France s'est exprimée cet été pour qu'il en soit ainsi, y compris sur la situation à Moscou, parce que beaucoup se sont inquiétés, continuent de s'inquiéter sur leur emprisonnement, leur capacité de participer à des élections de manière libre et la nature des blocages qui sont faits. Le président disait qu'il y a eu des manifestations en France qui ont donné lieu à des violences. D'ailleurs, certains manifestants ont eux-mêmes parfois été blessés gravement. Des policiers ont été blessés gravement. Et évidemment, je suis cela de très près, j'en suis préoccupé. Néanmoins, la France a toujours respecté non seulement sa constitution, ses droits, et ceux du Conseil de l'Europe. Et tous les ressortissants français, d'ailleurs, peuvent faire appel devant cette Cour européenne des droits de l'homme, et leurs droits seront ainsi défendus. La liberté de manifestation a été protégée. Lorsque certains attentaient à l'ordre public, il faut protéger l'ordre public, c'est le corrélat de la liberté de manifester. Et en France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison, ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Ce qu'on appelle les Gilets jaunes, ils ont été librement aux élections européennes, puis ils iront aux élections municipales, et c'est très bien comme ça. Et je souhaite qu'ils s'expriment librement aux élections parce que ça réduit la conflictualité. Parce qu'on est un pays où les gens peuvent s'exprimer librement, manifester librement, aller aux opinions librement. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public, parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. C'est la différence entre la liberté qui suppose l'ordre public, protégé constitutionnellement, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le non-respect de liberté lorsque des gens ont cette liberté réduite. Voilà. Mais il faut toujours distinguer les cas. Mais en tant que membre du Conseil de l'Europe, la seule expression que nous avons eue cet été, que j'ai rappelée dans mon propos liminaire, c'était ça. Veiller, mais on l'a dit l'un et l'autre, et on va en parler, à ce que les gens puissent, dans le respect de l'ordre public, manifester, exprimer leur opinion et participer à des élections. Très bien. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est bien ce que nous faisons 2 fois, en juillet et en août dernier. Il y a eu des événements, des manifestations de masse
des personnes qui voulaient exprimer de cette manière leur protestation. Ces manifestations ont été déclarées à l'avance et sanctionnées donc autorisées par le pouvoir et se sont déroulées de manière tout à fait normale. Et c'est de cette manière que je voudrais que ce genre de manifestation se passe dans l'avenir chez nous et dans d'autres pays sans excès, sans violation de la loi existante. Très bien, merci beaucoup. On va travailler maintenant. Merci. 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 Merci beaucoup. Можно. Handshake. May I ask? Ah. Handshake.